propose qu'on enchaîne avec la deuxième et dernière table ronde que nous avons intitulée « Organiser la logistique urbaine, passons à l'action ». Et bien justement, on va appeler Olivier Giorgiucci, dont on a beaucoup parlé dans cette séquence, président de la Fédération régionale des travaux publics d'Occitanie, à me rejoindre. On a également parlé d'André Deljari, et il est là, donc on l'appelle également le président de la CCI de l'Hérault et également entrepreneur. Et puis Clara Calégian, responsable transition écologique et énergétique de la Banque des Territoires. Venez vous installer, messieurs, dames. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors vous n'allez pas y échapper. Vous avez remarqué que depuis ce matin, la première question est la même pour tous. Quelle est votre définition à vous de la logistique urbaine ? Qu'englobe-t-elle selon vous ? Que doit-elle englober selon vous ? On commence par vous, Olivier. Allez. Bonjour à toutes et à tous. Alors je ne vais pas être très original, Priscille, j'en suis désolé, mais effectivement... Mais on se rend compte que depuis ce matin, il y a des petites nuances, donc ça m'intéresse d'avoir vos... Alors, clairement, quand on parle de logistique urbaine, on parle forcément de gestion de flux, donc que ce soit de flux de biens ou de personnes, ça, tout le monde l'avait compris. Alors, je vais peut-être apporter mon prisme à moi, comme vous me le suggérez. En tant que président de la Fédération des travaux publics, je ne peux pas parler de gestion de flux sans parler d'infrastructures associées. Et quand on parle de décarbonation de cette logistique urbaine, je voudrais qu'on pèse ou qu'on pose le sujet ou le problème, je ne sais pas comment il faut le dire. Globalement, les infrastructures ou l'usage des infrastructures représente en France 50% des émissions de gaz à effet de serre. Leur construction, la construction de ces mêmes infrastructures, c'est 4%. Donc en clair, construire une voirie est beaucoup moins polluant au sens large du terme que de l'utiliser. Une fois que j'ai dit ça, c'est pas pour ça qu'on ne va pas s'occuper de cette problématique. Non, et puis vous nous détaillerez la manière dont vous vous en occupez tout à l'heure, mais effectivement, le ratio que vous rappelez est important à rappeler. C'est-à-dire qu'on pollue plus à utiliser les infrastructures qu'à les construire. C'est ça que vous nous dites. C'est exactement ça. Alors, monsieur Deljari, merci beaucoup d'être avec nous également aujourd'hui. Pour le président de la Chambre de commerce et de l'industrie de l'Hérault que vous êtes, c'est quoi la logistique urbaine ? Il y a une définition. Ah, alors attendez. Ça marche, oui. On vous l'a amené, donc ça doit marcher. Il y a la logistique Voilà. des micros qui est différente, mais Bon. au niveau de la logistique urbaine, d'abord, saluer aussi, il y avait Julie Fraîche tout à l'heure, et Jean-Louis Chauzy, qui est président du Conseil économique et social, et c'est important aussi qu'il soit avec nous. Et saluer bien sûr le sénateur, mais on voit bien que tout le monde a un intérêt là-dedans, les personnes à leur grade et qualité que je salue, mais la logistique urbaine a une définition simple. Il faut que tout fonctionne. Mais il faut que tout fonctionne. Madame Fraîche le disait, elle englobe aussi les commerçants que vous représentez. C'est bien pour ça, je vais y venir. Vous avez sur Montpellier 600 millions d'euros qui se réalisent dans le centre-ville de Montpellier au niveau chiffre d'affaires. Et vous avez, tout le monde l'a noté, on a passé 2 années de Covid, le monde s'est complètement révolutionné. Aujourd'hui, plus personne veut polluer l'air. Olivier en faisait état il y a quelques secondes. Donc, il faut englober la totalité de ces règles et pour que tout soit fluide à l'intérieur de villes, Montpellier ou autre, sachant que chaque ville a sa définition. Chaque ville est très différent. Si on prend Montpellier, Montpellier est une ville circulaire, qui fait que quand vous êtes trompé à l'endroit, vous êtes obligé de refaire le tour. Donc de toute manière, la règle est déjà claire là-dessus. Après, j'entendais la vice-présidente tout à l'heure, Julie Fraîche, parler, les entrepôts, il faut se rapprocher, les quais qu'il y a, mais pensons, et je salue aussi le directeur régional de la Poste, parce que pensons aussi à ce dernier kilomètre qui doit être facilité pour la totalité des commerçants. Et j'y reviendrai sûrement tout à l'heure. Oui. Après, au niveau des coûts. Donc pour moi, la logistique urbaine a une définition très simple. Il faut que tout circule et tout soit fluide. Et que certaines populations n'encombrent pas les autres. Et vice-versa. Mais il faut que ça fonctionne. Donc, comment on fait pour le faire fonctionner ? Donc, on doit avoir une belle logistique urbaine. Je vois qu'il y a de belles réflexions qui sont menées par la ville de Montpellier et la métropole.
on est tous intégrés là-dedans pour y réfléchir ensemble. Je note aussi qu'il n'y a pas de volonté d'imposer certaines choses. Et ça, c'est impératif dans notre façon, dans notre dialogue, dans notre définition. Donc la logistique urbaine, eh ben voilà, il faut que ce soit fluide, il faut que tout fonctionne, il faut que ça circule, les personnes et les marchandises. Les personnes et les marchandises. Voilà, et je tiens beaucoup par rapport à ce qu'a dit Julie Fraîche tout à l'heure. Le fret par le tram, il y a une vraie réflexion à avoir. Alors effectivement, il y a le bruit par rapport à nous, mais voilà. Et ça, c'est peut-être aussi un règlement d'un gros problème par rapport au colis. Mais n'oublions pas après que le commerçant est habitué depuis des décennies à avoir son colis devant sa porte. C'est-à-dire tous les jours devant sa porte. Et là, d'un coup, on lui dit, mais c'est fini ça. C'est terminé. Sauf qu'on ne lui donne pas tout à fait la règle du jeu. On lui dit, mais attention, ça va coûter plus cher. Parce qu'à un moment donné, si c'est la Poste qui fait le dernier kilomètre, ils ne vont pas le faire gracieusement. Enfin, peut-être, oui, je vois qu'il hoche la tête, donc apparemment, donc la discussion est ouverte. J'avais bousculé son président, je suis pas sûre. Val, j'avais bousculé un jour, je dis quand même, vous pouvez, pendant quelques mois, faire gratuit à tous les commerçants, et puis petit à petit, on va donner un prix. Je l'ai fait celle-là. Je l'ai faite celle-là. Bon, alors, mais moi, je n'ai peur de rien, puisque de toute manière, moi, je suis là pour défendre mes commerçants, je suis là pour qu'ils soient livrés en temps et en heure, mais aussi je suis là pour que ce soit fluide avec la totalité des consommateurs. Alors, on va revenir dans le détail sur ce qui est mis en place, ce qu'on pourrait mettre en place, ce qu'on peut envisager dans le futur. D'abord, j'aimerais entendre la définition de la logistique urbaine par la Banque des Territoires. Comment la Banque des Territoires voit cette notion de logistique urbaine? Qu'est-ce qu'elle y met, elle, dedans? Et votre avis vraiment m'intéresse sur cette question. Pour la Banque des Territoires, la logistique urbaine durable, c'est un enjeu pour les territoires, et notamment les 43 agglomérations de plus de 150 000 habitants qui devront mettre en place une ZFE d'ici 2025, parce que c'est la loi, mais aussi parce que c'est une nécessité sur le plan écologique et de santé publique. Et donc pour ces agglomérations, il faut trouver une solution. Parfois dans un calendrier très court, parce que certaines de ces métropoles ont défini des calendriers et des objectifs particulièrement ambitieux. Par exemple, Montpellier en interdisant le diesel d'ici 2028. Donc pour ces métropoles-là, il faut trouver des solutions. Alors comment on trouve des solutions ? En revenant à la base de la définition de la logistique urbaine, c'est pour ça que votre question est bonne. Oui. Moi, comme je suis ingénieure, je vois le problème de la logistique urbaine comme un problème d'optimisation, en fait, avec plusieurs objectifs ou contraintes. Optimiser les routes, massifier les flux, et puis décarboner les flottes. Et à la Banque des Territoires, donc on essaye d'apporter notre pierre sur ces trois objectifs-là. Je pourrais revenir plus tard. Alors, on va y revenir, oui, dans le détail, sur la manière dont, justement, vous accompagnez le financement de cette logistique urbaine, puisque vous avez mis un certain nombre d'outils en place. Je vous propose qu'on y revienne dans un second temps. D'abord, peut-être revenir avec vous, messieurs. Alors, on va se passer les micros, puisque visiblement, alors, voilà. Est-ce qu'il marche celui-là? Si, je crois qu'il marche. Tous y marchent. Ça y est, vous inquiétez pas. On a des super techniciens et on a tout qui marche. Monsieur... Par rapport à ce que vous disiez, Olivier Giorgiucci, moi je voudrais qu'on revienne d'abord sur, effectivement, je le disais tout à l'heure, hein, cette logistique urbaine, c'est un formidable terrain de jeu pour innover. Et je sais que la Fédération régionale des travaux publics réfléchit sur ces questions depuis longtemps. Et puisqu'on parlait, on va faire la différence entre les chantiers et les infrastructures elles-mêmes. Sur les infrastructures, qu'est-ce qui a évolué ? Comment les infrastructures seront demain? Est-ce que ce sera les mêmes qu'aujourd'hui? Celles du centre-ville, hein, j'entends bien sûr. Oui, je crois qu'il faut effectivement séparer les deux aspects, suivant ce que je vous ai dit tout à l'heure, en fonction de l'impact que ça a. Clairement, alors on a parlé de contraintes. Moi, je vois plutôt ça comme une opportunité. Il faut repenser la ville. Alors, c'est un terme qui est bateau et qui veut tout dire et rien dire. Ceci étant, je pense qu'aujourd'hui, la plupart des élus, et notamment dans des villes ou dans des métropoles, ont compris l'intérêt
de repenser différemment la mobilité au sens large du terme. Et on le voit bien, il y a des essais qui sont faits un petit peu partout, que ce soit, alors, bien sûr on a parlé de vélo, on a parlé de trottinette, qu'on voit de plus en plus, on parle de téléphérique, on parle de métro, on parle de tram. Donc les élus ont bien pris conscience de ça, les travaux sont enfin lancés, je trouve ça formidable. Là où il y a encore une réflexion à mener, c'est effectivement comment optimiser tout ça pour que ça puisse fonctionner bien mieux demain, qu'on puisse transporter, j'allais dire, du bien au même titre que ce que l'on transporte aujourd'hui des personnes. Donc il y a une véritable opportunité et pour nous, entrepreneurs de travaux publics, je pense que c'est de nouveaux chantiers qui démarrent devant nous. Avec de nouveaux matériaux, avec des choses très innovantes. J'ai bien compris qu'on allait faire peut-être un peu plus de pistes cyclables. À Toulouse, on a une 3e ligne de métro qui va sortir de terre. Concrètement, vous, votre carnet de commandes, il est rempli de quoi ? Il est rempli d'idées, déjà. À défaut d'être rempli effectivement de chantiers, donc blague à part. On construit, ou on va construire demain, absolument pas comme on a construit hier. Voilà, c'est ça qu'il faut que tout le monde comprenne. On a l'image de l'entrepreneur de travaux publics qui démolit une montagne pour aller réaliser une chaussée. Ça, clairement, c'est terminé. Enfin, il faut que les gens le comprennent. Puisque vous m'en donnez l'opportunité, je vais parler d'un label qu'on a mis en place sur Montpellier, qui s'appelle le label GECO. Alors, absolument rien à voir avec le petit lézard. GECO, ça veut dire granulat d'économie circulaire en Occitanie. Vous voyez, donc, ça n'a rien à voir avec le lézard. Donc, de quoi je parle ? Je parle de plateforme de recyclage, de déconstruction, j'ai pas voulu déconstruire. Tout va bien, ne vous inquiétez pas. On ne sait pas ce que c'était, mais c'était rien de grave. Donc, je parlais donc de déconstruction, soit de voirie, soit de bâtiment, et ces plateformes sont labellisées par l'organisme extérieur, et ces plateformes vont être disséminées sur l'ensemble du territoire métropolitain. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne va plus aller dans une carrière pour emprunter un gisement neuf, mais on construira des chaussées, ou on construit actuellement des chaussées ou des bâtiments à partir de matériaux qui seront issus de la déconstruction des précédentes infrastructures. Donc voilà, ça, on recycle en fait. On recycle. On recycle à 100% nos matériaux. Donc voilà, ça c'est un exemple très concret de ce que l'on fait. Après, il y en a bien d'autres. On remplace le bitume pour le métier que je connais peut-être un petit peu plus, le bitume donc, que tout le monde connaît, issu du pétrole, par de la bois issue de la sylviculture. Donc ça n'a absolument rien à voir. On est là aussi dans du développement durable et on utilise un déchet d'une autre industrie pour pouvoir construire des routes demain. Donc même dans les matériaux de construction des infrastructures, des centres-villes même, ça va évoluer, ça ne sera plus demain comme c'est aujourd'hui, on a bien compris. Vous nous avez ramené des photos, j'aimerais qu'on en parle, des chantiers. On dit beaucoup, et vous avez un peu démontré l'inverse tout à l'heure, ou en tout cas minimisé l'impact des chantiers, notamment quand on parle de logistique urbaine, on parle évidemment aussi des flux de ces camions qui entrent et qui sortent dans les villes pour construire ou déconstruire les villes. Sur les chantiers, vous avez effectivement pris des mesures aussi très concrètes pour limiter ces flux d'entrée et de sortie des camions dans les villes. Vous nous expliquez ? On a quelques photos pour illustrer tout ça. Bien sûr. Donc, pour revenir à mon propos liminaire, donc, je disais que c'était la construction notre impact environnemental sur la construction des infrastructures, c'était 4% des émissions de gaz à effet de serre. C'est pas pour ça, comme je vous le disais tout à l'heure, qu'on ne s'en occupe pas, puisque au niveau national, nous avons décidé, à la Fédération des travaux publics, de diminuer cet impact-là de 40% à l'horizon 2030. Donc, comment on fait concrètement, puisque vous me permettez de le dire, et en tout cas de donner quelques exemples. La vice-présidente Julie Fraîche en parlait tout à l'heure. La ZFE, on l'a mûri, j'allais dire, ensemble, et on a bien compris les contraintes qui étaient de chaque côté. Et donc, nous avons mis en place sur la métropole de Montpellier, avec l'ensemble des entreprises adhérentes de ma fédération,
nous avons décidé de passer l'ensemble du parc poids lourd à un biocarburant qui s'appelle le B100. Donc vous devez avoir. Tout à fait. Derrière moi. Elle est là. La photo de la cuve, voilà. Il y a ça dans chacune des entreprises de la métropole, des entreprises de travaux publics longtemps, qui permet clairement aux camions les plus récents de passer en critère 1. D'accord ? Critère 1, c'est le meilleur qui existe en termes de labellisation. Voilà ce que ça nous permet de faire concrètement. Autre photo que nous avons et que je vous laisse nous commenter. Alors vous les voyez pas, mais vous les connaissez. Je les connais un petit peu. On va les effectivement. diffuser tout de suite. Les voilà. Voilà. Le deuxième exemple, alors qui peut paraître anecdotique, mais sans l'être. On a mis en place, au biais d'une réflexion en interne, de bungalows de chantier autonome. Donc, de quoi on parle ? On parle de locaux pour nos salariés dans lesquels ils peuvent se restaurer, dans lesquels il y a des frigos, il y a de la climatisation, il y a du chauffage, il y a de quoi faire réchauffer des plats. Et tout ça, c'était alimenté hier par un groupe électrogène. Donc je vous laisse imaginer en termes de pollution ce que ça peut faire. Et je parle là que de pollution visuelle mais également voilà, sonore. C'était là-dessus que je voulais venir. Voilà, ça gênait. Aujourd'hui, nous avons mis en place des panneaux photovoltaïques sur l'ensemble de nos bungalows de chantier et ça les rend totalement autonomes et totalement insonorisés par rapport à la population. Donc c'est fabuleux. Merci beaucoup. Alors vous restez évidemment avec nous et vous intervenez quand vous voulez, Olivier, mais j'aimerais qu'on revienne avec vous, André Deljari, sur l'importance du commerce en centre-ville, des commerçants en centre-ville qu'il faut totalement intégrer à ces réflexions sur la logistique urbaine. Aujourd'hui, concrètement, quelles sont vos priorités sur ces sujets-là ? Dites-nous tout. D'abord, les priorités sont multiples. Hein. Donc, et moi, je rejoins ce que vient de dire Olivier, c'est que tout ce changement est salutaire. C'est-à-dire, on l'a vu avec le Covid, on le voit avec tous ces changements de la planète tout à l'heure, où les réflexions sont là. Tout le monde a intégré la totalité. Des chiffres viennent de sortir. Alors, là, on passe sur la consommation d'énergie, mais on voit bien que les Français, le mois dernier, ont consommé 10% de moins d'électricité que ce qu'ils ne consommaient l'année dernière. Donc, ce qui veut dire qu'au niveau des personnes, tout le monde l'intègre. Maintenant, ce qu'il faut que l'on regarde tous ensemble, et c'est pour ça que tout à l'heure, l'intervention de Julie Fraîche est importante, dans le fait d'intégrer la totalité des composantes, que ce soit les travaux publics, que ce soit la totalité des organisations syndicales, pour que cette réflexion puisse être complète, parce qu'on ne peut oublier personne dans l'échiquier. Parce que, je l'ai dit dans mon propos de départ, il faut que ce soit limpide, il faut que ce soit fluide. Tout à l'heure, Olivier parlait de différentes formes de transport. Évidemment, il y a le tram où on peut mettre des colis, il transporte aussi les marchandises. On le voit par rapport aux pistes cyclables, mais il y a aussi les drones. Il y a ici la société de Béziers qui... Voilà, mais après, ça veut dire qu'il faut ouvrir des couloirs pour que les choses puissent se passer de façon lisible. Tu parlais tout à l'heure du téléphérique. Je rappelle que la plus grosse conférence qui a été faite sur le téléphérique urbain à l'époque, c'est moi qui l'ai menée en 2013 où tout le monde... Et j'avais donné à tout le monde un porte-clés avec le téléphérique pour dire à Montpellier, pourquoi pas, peut-être d'Odysseum à l'aéroport, pourquoi on n'irait pas le téléphérique, parce que d'abord, même si le coût de départ au niveau investissement est important, mais par contre au niveau logistique, d'abord au niveau visuel, et puis au niveau sol, on n'encombrait personne, etc., etc. Ça s'est fait à Toulouse. Donc il y a bien des choses que l'on va intégrer de façon différente. Le téléphérique, on voyait ça pour la neige. Quand tout le monde est oui, téléphérique. Aujourd'hui, il existe, et vous avez raison de rappeler qu'il existe notamment à Toulouse. Aujourd'hui, voilà. C'est une réalité. Voilà, Brest, Toulouse, voilà, il y a des endroits où ça existe. Donc, je veux dire, quand j'en parlais en 2013, tout le monde souriait. On dit, mais Deljari, il a pété un câble. Voilà. Mais c'est pas ça du tout. Nous, on doit être... Et c'est pour ça que je veux juste terminer mon propos là-dessus. Nous, on doit être toujours dans l'innovation, la préparation du futur. Voilà, c'est notre boulot, ça. Mais la donne a changé, Monsieur Deljari, pour ce qui vous concerne. Parce que dans le centre... Mais nous, on a une possibilité d'adaptation extraordinaire. Alors, justement, pourquoi croyez-vous que l'on fait
toutes ces réunions que l'on peut faire avec la ville, avec la métropole, avec les organisations syndicales, avec les présidents des commerçants pour leur dire quels sont vos besoins et comment on peut faire. Les réunions que j'ai fait dernièrement avec la Poste sur la livraison du colis du dernier kilomètre. C'est tout ça qu'il faut intégrer. Les commerçants ont des besoins. Eux, ils vendent de la marchandise, ils ouvrent le matin le rideau. Comment on fait ? Il y a des postes de colis qui sont... La Poste est en train de le mettre en place avec des positionnements de colis à certains endroits de la ville pour pouvoir générer sur la totalité des commerçants. Ça, c'est un des premiers points. Après, vous avez les endroits où il faut impérativement recenser la totalité des entrepôts et des locaux disponibles, comme à la Poste à Rondelet par exemple, sur lequel le dessous, sûrement peut-être vous en avez parlé ou peut-être vous en parlerez après, mais il y a des locaux libres et sur lequel est aménagé pour pouvoir justement avoir ces colis ici et pouvoir les dispatcher. Et tout à l'heure, dans mon propos au départ, si j'ai fait un sourire un petit peu vers la Poste, c'est-à-dire de dire comment on fait après. Le colis, il est là, il faut le livrer. C'est la problématique du coût après. Savoir le déplacer au niveau véhicule électrique, tout ça, tout le monde l'a bien dans la tête. C'est après le coût, comment on fait pour que ça coûte le même prix aux commerçants. Et je profite. Rapidement. Ah mais non, j'ai du temps moi. Mais, non, mais j'ai encore plein j'ai le temps. de questions. Je plaisante parce que j'ai pas le temps non plus. Mais je profite qu'il est le sénateur Bourget aussi pour dire qu'il va falloir aussi légiférer rapidement sur certains points. Parce que comme tout a changé, la donne a changé, il y a des choses où il y a des points, il y a des questions qui vont se poser et où il va falloir légiférer rapidement. Ça a été fait pour le panneau solaire. Rappelez-vous, pour installer les panneaux solaires, c'était tout. Voilà, ben ça a été fait. Ça a été fait aussi pour l'éolien. Voilà, donc les choses avancent. Mais ça va aller très vite. Alors, 2 questions très rapides. Est-ce qu'il faut développer davantage en ville la petite surface ? Et quid des dark stores ? Les dark stores, ce sont ces commerces qui sont nés du Covid, qui ont, qui n'ont pas de salle, des restaurants sans salle, par exemple. Où alors, vous venez vous livrer, qui vous livre. Et ça, il y en a de plus en plus dans les villes. Extérieur, périphérie, pas centre-ville. Après, les centres de ville sont des centres de vie. Notre préoccupation, chambre de commerce, ville, métropole, d'ailleurs, il y a une personne qui a été embauchée avec la SERM et la SAM, justement pour travailler sur la totalité. Moi, aujourd'hui, ma réflexion, c'est de ne plus avoir de commerce vide dans le centre-ville. On travaille sur de la vitrophanie pour essayer d'avoir un œil un petit peu plus agréable quand on va visiter. C'est ça. Après, la diversité, moi, je l'ai toujours dit, mais je le dis depuis maintenant plus de 12 ans. Je dis, la définition, c'est le parcours marchand et le circuit marchand. Le parcours marchand et le circuit marchand doivent être dotés de commerces essentiels, suivant les surfaces. Nous, on a la totalité des réflexions sur la chambre de commerce et on peut répondre à toutes ces questions pour avoir exactement la lisibilité de la totalité des rues ou des avenues qui peuvent être faites sur la totalité de la ville, en concertation avec la SERM, la SAM, avec la ville et la métropole, pour que chaque fois, on ait le meilleur commerce au meilleur endroit et pour répondre à l'offre. Et qu'il soit livré de manière douce. Et qu'il soit livré de manière douce. Ça fait partie des critères mais c'est aujourd'hui. Complètement. Alors, on l'a dit aussi au départ, les gros camions véhicules électriques, ça n'existe pas. Tu as parlé tout à l'heure d'une possibilité essentielle. Je peux parler de l'hydrogène décarboné puisqu'on y travaille sur Béziers aussi. Voilà, on peut travailler sur beaucoup de choses. Mais tout ceci n'existe pas aujourd'hui pour certaines choses. Donc il faut raison garder. Vous parliez tout à l'heure de 2028 pour enlever le gasoil. Attention à tout ça parce que tout va très vite. Nous, on a besoin de livrer. J'ai rappelé le chiffre d'affaires du centre-ville de Montpellier, Polygone et Petit Commerce. C'est plus de 600 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et chaque fois, regardez dans certaines petites villes où on a tué le sens de la vie. C'est primordial. Regardez pendant la période de Covid où tous les commerces étaient fermés. Il n'y avait plus de vie. Et tout le monde avait humorisé bien. Tout ça. Donc il faut que tous les équilibres soient respectés. C'est pour ça que j'ai parlé tout à fait au départ de fluidité pour tous. Alors ce qui m'intéresse, c'est que vous nous parliez aussi de création d'emplois. Parce que la logistique urbaine aujourd'hui, c'est un nombre d'emplois incommensurable. Est-ce que la logistique urbaine décarbonée, ce n'est pas aussi des emplois et la création de nouveaux emplois ?
moi, je vais reprendre mon exemple tout à l'heure avec l'hydrogène décarboné. On le sait sur Béziers, Genevia, c'est plus de 5000 emplois à la clé sur une dizaine d'années. Les choses ont fonctionné différemment, on le sait. Donc c'est à nous nous adapter. Là, ça va aller très vite. Alors c'est sûr que certains commerces, au niveau adaptation, des fois c'est compliqué. Mais c'est à nous aussi à informer, c'est notre travail, avec la ville, avec la métropole, avec toutes les personnes qui font l'écosystème, avec des partenaires, que peuvent être le Conseil économique et social, que peuvent être la Poste, avec tous les partenaires pour savoir comment on informe les gens et comment on continue à livrer. Et après, pour les nouveaux métiers, pour répondre complètement à votre question, évidemment qu'il y a un gisement énorme d'emplois. Mais là, je vais revenir à un point, qui est la formation. Si vous n'avez pas les personnes formées, ça ne fonctionne pas. Et j'ai pris dernièrement la présidence de Purple Campus, c'est-à-dire la formation des CFA sur l'Occitanie, mais je ne l'ai pas prise par hasard. Ce n'est pas pour me faire plaisir d'avoir une présidence supplémentaire, puisque j'ai déjà un MBS avec 3500 étudiants. C'est parce qu'il faut répondre aux enjeux de demain, aux formations de demain. Et là, je suis en liaison permanente avec Carole Delga pour dire attention, il va falloir que ça aille vite. Et là aussi, il faudra légiférer pour dire attention, on va ouvrir des formations dont on n'a pas connaissance. Les formations de demain, on ne les connaît pas, même moi. Alors qu'il y a des nouveaux métiers qui vont jaillir de partout. Et je l'ai vu pour la technicité, notamment de l'hydrogène décarboné. Okay. Ben, on voit bien qu'il y a des métiers là qui arrivent, et comment on les forme, et on est en relation avec Mme Lambert sur Béziers pour dire hop, il faut, quand on regarde sur la totalité de l'Occitanie, on forme au niveau des CFA Purple Campus 10 000 jeunes tous les ans. Les deux campus que sont MBS et TBS, c'est pratiquement 10 000 personnes formées pour les métiers supérieurs. Et toutes ces personnes-là qui sont formées, soit au niveau de Purple, soit au niveau TBS, MBS, toutes ces personnes-là, 95% trouvent du travail 6 mois après. Merci beaucoup. Je vais maintenant passer la parole à Clara Kaledjian, qui est donc responsable transition écologique et énergétique à la Banque des Territoires, parce que je voudrais effectivement qu'on revienne, et on l'a amorcé en préambule, sur la manière dont vous accompagnez cette logistique urbaine. Et vous l'accompagnez notamment, vous avez créé, il n'y a pas si longtemps que ça, un fonds d'investissement dédié aux projets immobiliers de logistique urbaine en partenariat avec la Poste. Dites-nous en plus. Oui, donc ça c'est une des... Enfin, pour massifier les flux, donc il faut déjà investir dans les infrastructures, les murs de la logistique urbaine. Donc ça demande des investissements importants, et c'est pour ça qu'on a créé très récemment avec la Poste un fonds qui va progressivement atteindre 500 millions d'euros pour investir dans tous ces projets immobiliers liés à la logistique. Et vous financez également des flottes de véhicules. Oui, alors ça c'est pour notre façon de contribuer à la décarbonation des flux. On propose des solutions de location de longue durée aux professionnels, et notamment ceux qui travaillent dans les ZFE. On vise notamment les TPE, PME, artisans. Notre objectif, c'est qu'ils aient une solution. C'est de rendre le véhicule électrique accessible pour eux, ou du moins comparable aux véhicules thermiques. Donc on a créé, toujours avec la Poste, la filiale Movivolt, qui a pour objectif de déployer plus de 10 000 véhicules d'ici 2025. Et puis pour que ces véhicules électriques puissent être utilisés, que leur utilisation soit possible, on déploie aussi des bornes de recharge électrique sur tout le territoire. Alors, vous m'avez parlé d'un projet que j'ai découvert. Je ne suis pas sûre que tout le monde en connaisse l'existence. Vous êtes actionnaire de Fludis. Alors, Fludis, c'est une péniche à Paris qui fait du stockage. En fait, c'est un entrepôt flottant, c'est ça ? C'est ça, c'est une barge fluviale. Nous, à la Banque des Territoires, on pense que il faut une réponse multimodale pour adresser cette question de la logistique urbaine durable.
que ce soit par la route, mais aussi par la voie d'eau, le vélo, le tram fret. Voilà. Mais on oublie souvent le fluvial et ça peut être une solution lorsque on est en zone urbain, en milieu urbain très dense et que le foncier est très rare. On ne pense pas assez souvent à la voie d'eau et aux quais qui sont assez rarement aménagés. Oui, et je vous parlais tout à l'heure notamment de ce qui se passe ce matin à Sète, et je crois que les canaux sont pris en compte dans ce déploiement justement d'une logistique urbaine décarbonée, et ça renforce l'idée que chaque territoire est spécifique et que la logistique urbaine doit s'adapter à ce territoire, la logistique urbaine décarbonée. Et bon, ce que fait Fluidis, c'est pas facile. Hein. Ils sont vraiment dans l'innovation et l'augmentation massive des volumes de colis post-Covid. Ils ont eu du mal à l'encaisser parce qu'en fait, ils font, à partir de leur barge, aussi de la livraison du dernier kilomètre par vélo cargo. Donc, il faut pouvoir prendre en compte ces volumes de colis. Et donc, ils ont besoin d'un actionnaire patient de long terme comme la Banque des Territoires. Et donc, voilà, ils font partie de notre palette des solutions aux côtés d'Urbi, donc, qui a été largement présenté, hein, dont on est actionnaire aussi aux côtés de Geopost. On a dit beaucoup de choses. Il y a un dernier mot à dire sur la manière dont vous financez la logistique urbaine ? En tout cas, c'est très complexe, mais ça vous intéresse. Vous regardez ça de très près. Voilà. Non, je pense que je vais réinsister sur l'importance de la planification qui a été déjà rappelée par Christelle Tavigna, par aussi Hélène Noriga. C'est important de prévoir pour bien optimiser les flux. Donc il y a les démarches interludes. Nous aussi, on cofinance en complément des études pour toutes les collectivités locales qui veulent creuser et élaborer une vision stratégique. Et pour l'instant, on a quand même assez peu de demandes. Donc, on a travaillé récemment avec la métropole de Strasbourg sur l'optimisation de leurs flux alimentaires et les circuits courts. Donc voilà, nous, on pense que c'est nécessaire pour avoir des projets qui soient bien cohérents et passer à l'action. Donc voilà, c'est vraiment notre ADN de faire de l'amont à l'aval pour accompagner les projets jusqu'au bout. Passer à l'action, c'était intitulé « Ça y est, faut y aller » et même on y est. On l'a vu avec vous trois. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je vous laisse vous rasseoir. On enchaîne, mais vous restez avec nous, évidemment.